Ça, c'est un réseau de neurones. Quand on le regarde comme ça, on dirait un brouillard, un enchevêtrement de lignes et de points qui ne veut absolument rien dire. Et c'est normal, parce que les réseaux de neurones, c'est abstrait. C'est difficile de se représenter. On entend le terme partout, dans les journaux, dans les pubs, dans les discussions de comptoir, mais peu de personnes savent vraiment ce que c'est. On parle d'intelligence artificielle, de deep learning, de modèles de langage, mais derrière ces mots, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qui fait que ces machines peuvent écrire, dessiner ou converser? Parce que pourtant, quand vous parlez à ChatGPT, quand vous avez cette machine qui vous répond avec des phrases qui ont l'air presque humaines, quand elle écrit des dissertations, traduit des langues, génère des images, la réalité c'est que derrière, il y a quelque chose qui ressemble à ça, à ce brouillard. Alors d'ici, ça ressemble à un nuage de connexion incompréhensible. Et c'est normal parce qu'on regarde la cathédrale dans sa globalité. Une cathédrale composée de milliards de neurones artificiels. Mais ce brouillard n'est pas une entité magique, c'est une construction. Une construction faite de milliards de ces minuscules briques, à peu près toutes identiques. C'est un peu comme un mur de Lego, mais à une échelle inconcevable. Des milliards de briques empilées, connectées et organisées. Et si on veut vraiment comprendre comment fonctionne une IA comme ChatGPT, il faut d'abord comprendre son constituant le plus fondamental, c'est-à-dire un neurone artificiel. Et pour ça, on va devoir remonter le temps, retourner à une époque où les ordinateurs pesaient des tonnes, où Internet n'existait pas, où l'idée même d'une machine qui apprend semblait relever de la science-fiction. On va remonter en 1943. L'histoire commence en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, à l'université de Chicago. Le monde est en feu. Des millions de personnes meurent. Et pourtant, dans un laboratoire, deux hommes improbables se rencontrent. Warren McCulloch, un neuroscientifique fasciné par le cerveau, et Walter Pitt, un jeune prodige de la logique mathématique qui avait fui sa famille à 12 ans pour vivre dans les bibliothèques. Ensemble, ils publient un article derrière lequel se cache une idée révolutionnaire. En fait, ils se posaient tous les deux une question simple. Comment est-ce que le cerveau fait pour penser ? Comment est-ce que ces milliards de cellules, ces neurones, arrivent à produire des idées, des souvenirs et des décisions? Et cette question les amenait à se demander, et si les neurones biologiques pouvaient être modélisés comme de simples interrupteurs logiques, allumés ou éteints, oui ou non, un ou zéro? Un neurone reçoit des signaux de ses voisins et s'il en reçoit suffisamment, il s'active et envoie un signal à son tour. Sinon, il reste silencieux. Alors, bien sûr, c'est une simplification énorme. Les vrais neurones sont infiniment plus complexes. Mais cette simplification va s'avérer incroyablement puissante. C'est la première fois qu'on pose sur papier l'idée qu'une machine pourrait, en théorie, imiter le fonctionnement du cerveau. Mais à l'époque, c'est de la pure théorie. Les ordinateurs sont des monstres de métal qui remplissent des pièces entières et qui servent à calculer des trajectoires de missiles. Personne ne pense vraiment qu'on pourra un jour construire une machine qui pense. Et pourtant, l'idée est là, plantée comme une graine. Elle va germer lentement dans l'ombre pendant que le monde se reconstruit après la guerre. Il faudra attendre 15 ans pour que quelqu'un passe de la théorie à la pratique. En 1958, un psychologue de Cornell University, du nom de Frank Rosenblatt, fait une démonstration devant l'Office of Naval Research America. Rosenblatt est un homme fascinant. Brillant, charismatique, un petit peu mégalomane. Il est convaincu qu'il est sur le point de révolutionner le monde. Et d'une certaine manière, il n'a pas complètement tort. Il présente une machine qu'il appelle le perceptron, un IBM 704, un ordinateur de 5 tonnes qui occupe une pièce entière, connectée à une grille de 700 photocellules. C'est énorme, c'est bruyant, ça consomme autant d'électricité qu'un petit immeuble. Et cette machine fait quelque chose d'inédit, elle apprend. On lui montre des cartes avec des formes géométriques et elle apprend à les distinguer. Pas parce qu'on lui a programmé les règles, mais parce qu'elle les découvre toute seule par essai et erreur. La presse s'enflamme, on parle de cerveau électronique, de machines qui pensent. Rosenblatt lui-même prédit que ces machines pourront un jour reconnaître des visages, comprendre le langage et peut-être même développer une forme de conscience. On est en 1958. L'homme n'a pas encore marché sur la Lune, les téléphones sont encore à cadran, et pourtant on parle déjà de machines qui apprennent. L'enthousiasme est immense. Les militaires y voient des applications pour la reconnaissance de cibles. Les entreprises imaginent des machines qui automatisent des tâches complexes. Les scientifiques rêvent de comprendre l'intelligence elle-même. Mais comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette machine de 5 tonnes? On va prendre le neurone de Rosenblatt et on va le simplifier au maximum. Oublions les photocellules, les ordinateurs de 5 tonnes et les démonstrations militaires.
Imaginons qu'on veuille lui apprendre une seule chose, distinguer le chocolat noir du chocolat blanc. Notre neurone reçoit une seule information, un nombre entre 0 et 1 qui représente la couleur du chocolat. 0 pour clair et 1 pour très sombre. C'est tout ce qu'il voit du monde. Un seul nombre. À l'intérieur, le calcul est d'une simplicité désarmante. Le neurone prend ce nombre, le multiplie par un réglage qu'on appelle le poids et ajoute un autre réglage qu'on appelle le biais. Et c'est tout. Entrée fois poids plus biais. Si vous avez déjà fait des maths au lycée, vous reconnaissez déjà peut-être quelque chose. C'est une équation de droite. X égale AX plus B. Le poids, c'est la pente. Le biais, c'est l'ordonnée à l'origine. Un neurone artificiel, c'est littéralement une ligne droite. Et en fonction du résultat, il doit décider, noir ou chocolat au lait. Pour ça, il a ce qu'on appelle un seuil. Si le résultat dépasse ce seuil, il s'allume, sinon il s'éteint. En réalité, les neurones modernes n'utilisent plus un seuil brutal. Ils utilisent des fonctions d'activation plus douces comme la fonction sigmoïde ou relu. Mais le principe reste toujours le même, transformer une entrée en une décision. Le poids, c'est l'importance qu'il donne à la couleur. Le biais, c'est la tendance naturelle à pencher d'un côté ou de l'autre. Avec juste ces deux réglages, le neurone trace une ligne de démarcation sur l'échelle des couleurs. C'est incroyablement simple. C'est tellement simple qu'on se demande comment est-ce qu'on peut rendre ça vraiment utile. Et pourtant, c'est ce qui est à la base de tout. De ChatGPT, des voitures autonomes, de la reconnaissance faciale, tout commence par ce calcul trivial. Mais comment savoir où placer cette ligne ? Eh bien, c'est là qu'intervient l'apprentissage. On apporte une montagne de chocolat, chacun avec une étiquette. Ça, c'est plutôt noir, ça, c'est plutôt au lait. Et on appelle ça un jeu de données d'entraînement. C'est une succession d'exemples avec les bonnes réponses. Pour chaque chocolat, le neurone fait une prédiction. Et on compare la vraie réponse avec sa prédiction. S'il a raison, c'est parfait. S'il se trompe, on mesure son erreur et on ajuste légèrement ses réglages dans la bonne direction. Pas trop, parce que sinon on risque de défaire ce qu'on a déjà appris avant. Juste un tout petit peu. Et c'est ce qu'on appelle la descente de gradient. Imaginez que l'erreur soit une montagne et que le neurone soit perdu dans le brouillard. Il ne voit pas la vallée, mais il peut sentir la pente sous son pied. Alors, il fait des petits pas dans la direction qui descend. Puis un autre, puis encore un autre. C'est un processus aveugle, mécanique, sans intelligence à proprement parler. Le neurone seul ne comprend pas ce qu'il fait. Il suit cette recette mathématique. Mais cette recette fonctionne. Chocolat après chocolat, erreur après erreur, il finit par trouver la vallée en bas de la montagne. Le perceptron de Rosenblatt fait exactement ça. Et ça marchait. La machine apprenait réellement. C'était magique d'ailleurs. Pour la première fois de l'histoire, une machine ne se contentait pas juste d'exécuter des instructions. Elle découvrait les règles par elle-même. Elle s'améliorait avec l'expérience. Rosenblatt était convaincu qu'il avait ouvert la porte vers l'avenir. Que dans quelques années, quelques décennies tout au plus, on aurait des machines vraiment intelligentes. Et il avait partiellement raison, ou du moins il s'est trompé sur le timing. Mais en 1969, deux chercheurs du MIT publient un livre qui va tout faire s'effondrer. Il démontre mathématiquement que le perceptron a une limite fondamentale. Il ne peut résoudre que des problèmes linéairement séparables. De manière plus simple, il peut que tracer des lignes droites. Et le souci, c'est qu'il existe des problèmes simples qu'une ligne droite ne peut pas résoudre. Le plus célèbre, c'est le XOR ou le OU exclusif, une opération logique de base que n'importe quel ordinateur sait faire, mais que le perceptron est incapable d'apprendre. Le XOR, c'est très simple. Si j'ai deux entrées, le résultat est vrai si exactement une des deux entrées est vraie. Pas les deux et pas aucune, juste l'une d'entre les deux. Essayez de tracer une ligne droite qui sépare ces cas vrais de ces cas faux. Eh bien, c'est impossible. C'est comme si on avait découvert un outil révolutionnaire qui ne pouvait pas planter un clou. Les financements s'arrêtent. Les chercheurs passent à autre chose. L'intelligence artificielle entre dans ce qu'on appellera plus tard son premier hiver. Pendant près de 15 ans, le domaine a été considéré comme une impasse. Certaines universités ferment leurs laboratoires d'IA. Les étudiants sont découragés de travailler sur le sujet. C'est une carrière sans avenir, on pensait à l'époque. Le perceptron était une illusion. Frank Rosenblatt meurt en 1971 dans un accident de bateau à 43 ans, sans avoir la suite de l'histoire. Son perceptron est relégué aux oubliettes de l'histoire des sciences.
Une curiosité, une impasse, un rêve brisé. Mais les idées ne meurent pas si facilement. Quelque part, dans les universités, quelques chercheurs obstinés continuent à y croire. Ils savaient que Minsky et Peppert avaient raison sur les limites du perceptron simple. Mais ils savaient aussi que la solution était à portée de main. Il suffisait juste d'empiler les neurones. Dans les années 80, un groupe de chercheurs reprend le problème là où Rosenblatt l'avait laissé. Parmi eux, un Britannique du nom de Geoffrey Hinton, qui deviendra plus tard l'un des parrains du deep learning. Leur intuition est simple. Si un seul neurone ne peut tracer qu'une ligne droite, que se passe-t-il si on en met plusieurs, si on empile les couches? Après tout, le cerveau humain ne fonctionne pas qu'avec un seul neurone. Il y en a des milliards organisés en couches, en réseaux, en hiérarchie. Imaginez 3 neurones côte à côte. On leur donne des informations plus riches sur nos chocolats. La couleur, mais aussi la forme, la texture. Au début, les 3 sont identiques. Mais pendant l'entraînement, quelque chose d'étonnant se produit. Sans qu'on leur dise quoi faire, ils se spécialisent. Le premier devient expert en forme, le deuxième en couleur et le troisième en texture. C'est une spécialisation émergente. Personne ne l'a programmée, elle est née de l'entraînement. Et ça, c'est un phénomène qui est fascinant. On ne dit pas aux neurones quoi faire, on leur donne juste des exemples et une méthode pour s'améliorer. Et ils trouvent tout seuls la meilleure solution pour se répartir le travail. C'est de l'auto-organisation, de l'ordre qui émerge du chaos. On ajoute une couche supérieure, un neurone chef d'orchestre, et lui ne voit pas le chocolat directement. Il voit que les avis des 3 spécialistes. Son travail, c'est d'apprendre à pondérer les opinions pour prendre la décision finale. Si le spécialiste de la forme dit que c'est un chocolat français, mais que la couleur et la texture disent que c'est un chocolat suisse, le chef d'orchestre apprend à faire confiance à la majorité. Ou peut-être qu'il apprend que dans certains cas, la forme est plus fiable que la couleur. Il découvre les règles subtiles de la collaboration. Et quand l'orchestre se trompe, l'erreur est renvoyée en arrière. C'est la rétropropagation. L'algorithme que Hinton et ses collègues formalisent en 1986 dans un article publié dans Nature. L'erreur du chef d'orchestre est redistribuée à chaque spécialiste en proportion de sa responsabilité. Celui qui a trop insisté voit ses poids corrigés plus sévèrement. C'est un calcul purement mécanique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas à ce stade de compréhension, juste des dérivés partiels et des multiplications de matrices. Et pourtant, de ce calcul aveugle, émerge quelque chose qui ressemble de plus en plus à de l'intelligence. C'est une négociation permanente entre les couches. Et cette négociation permet de tracer des frontières complexes, pas juste des lignes droites. Et le problème du XOR, eh bien, il est résolu. Avec 2 couches de neurones, on peut apprendre n'importe quelle fonction. L'article de 1986 de Nature est un tournant. Pour la première fois, on a une méthode mathématique solide pour entraîner des réseaux profonds. La rétropropagation devient l'algorithme fondamental de l'apprentissage automatique. Encore aujourd'hui, c'est celui qui fait tourner certaines versions de ChatGPT, entraîne les voitures autonomes et permet à votre téléphone de reconnaître votre visage. En théorie, du moins. Parce qu'en pratique, les ordinateurs de l'époque sont encore trop lents, les données sont trop rares, l'entraînement prend des semaines pour des résultats médiocres. L'IA connaît un deuxième hiver dans les années 90. Les promesses non tenues s'accumulent, les investisseurs se lassent. Les systèmes experts, une autre approche de l'IA, ont également échoué à tenir leurs promesses. Le domaine tout entier est discrédité. Mais Hinton continue. Il y croit. Et contre l'avis de presque tout le monde, il sait que l'idée est bonne, qu'il manque juste de la puissance de calcul et des données. Il continue à publier, à enseigner, à former les étudiants qui deviendront les leaders de la révolution qui s'apprête à venir. Et il aura raison, mais il faudra juste attendre encore 20 ans. Le 30 septembre 2012, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un moment que les historiens de l'IA considèrent comme le début d'une nouvelle ère, le jour où tout a basculé. Chaque année, une compétition appelée ImageNet met au défi les meilleurs algorithmes de reconnaissance d'images. On leur montre des millions de photos et ils doivent identifier ce qu'elles contiennent. Un chat, une voiture, une montagne, un champignon. Et cette année-là, une équipe de l'Université de Toronto présente un réseau de neurones profonds qu'ils appellent AlexNet. AlexNet pulvérise la compétition. Son taux d'erreur est de 15,3%. Le deuxième meilleur algorithme est de 26%. C'est un gouffre, c'est une humiliation pour les autres. Pour mettre ça en perspective, les années précédentes, les améliorations se comptaient en fractions de pourcents. Là, c'est un bond de 10 points.
C'est comme si un sprinter battait le record du monde de plusieurs secondes. Mais qu'est-ce qui a changé? Eh bien, trois choses. D'abord, les données. ImageNet contient 14 millions d'images étiquetées à la main. Une montagne de chocolat d'une taille jamais vue. Ce jeu de données a été créé par Fei-Fei Li, une chercheuse de Stanford qui a eu l'intuition que l'échelle des données était la clé. Et elle avait raison. Ensuite, la puissance de calcul. AlexNet utilise des cartes graphiques, des GPU, conçues à l'origine pour des jeux vidéo. Ces puces sont parfaites pour faire des millions de calculs simples en parallèle, exactement ce que les réseaux de neurones ont besoin. Et c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, parce que de base, on utilisait beaucoup les GPU pour améliorer les graphismes de jeux vidéo, et là, ils se sont révélés être des outils extrêmement utiles pour entraîner des réseaux de neurones. Nvidia, le fabricant de GPU, est devenu l'une des entreprises les plus valorisées au monde grâce à ce concours de circonstances. D'ailleurs, en 2024, Nvidia vaut plus de 3000 milliards de dollars. C'est plus qu'Apple, c'est plus que Microsoft. Et tout ça parce que ces puces, conçues de base pour des jeux vidéo, se sont révélées parfaites pour l'IA. Et enfin, l'architecture. AlexNet utilise des réseaux convolutifs. C'est une idée inventée dans les années 80 par Yann Lequin, un autre pionnier français. Au lieu que chaque neurone regarde toute l'image, on lui donne une toute petite loupe qui balaye sur l'image en cherchant toujours le même motif. Un bord, une texture ou une couleur. Les premières couches détectent les traits simples, des bords, des coins, des textures. Les couches suivantes rassemblent ces traits en forme, des cercles, des lignes, des courbes, des motifs répétitifs. Les couches supérieures, eux, reconnaissent des concepts de plus en plus abstraits. Un œil, une oreille, un museau. Et tout en haut, un neurone qui s'allume et dit « c'est un chat ». C'est une hiérarchie de représentation, du simple au complexe, du concret à l'abstrait. Exactement comme notre cortex visuel qui traite l'information en couches successives. D'ailleurs, les réseaux convolutifs sont très vaguement inspirés de la biologie. Dans les années 60, deux neuroscientifiques, Hubel et Wiesel, ont découvert que les neurones du cortex visuel des chats étaient organisés en couches, chaque couche détectant des caractéristiques de plus en plus complexes. Ils ont reçu d'ailleurs le prix Nobel pour cette découverte. Et 40 années plus tard, les ingénieurs ont recréé cette architecture dans du silicium. Le réseau n'a jamais reçu de définition d'un chat. Il a juste vu des millions de photos de chats et il a trouvé tout seul les motifs qui le caractérisent. C'est à la fois fascinant et un petit peu inquiétant. La machine a développé sa propre représentation du monde. Une représentation qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on ne peut pas lire, mais qui fonctionne. Quand on regarde à l'intérieur d'un réseau de neurones convolutifs, on voit des motifs étranges, des textures, des formes, des couleurs qui ne correspondent à rien de reconnaissable pour un humain. Et pourtant, c'est avec ça que la machine voit le monde. Après 2012, tout s'accélère. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, tous les géants de la tech investissent des milliards. Ils recrutent les meilleurs chercheurs, construisent des data centers gigantesques, accumulent des montagnes de données. Les applications se multiplient, la reconnaissance faciale, les voitures autonomes, les diagnostics médicaux, la traduction automatique. En quelques années, l'IA passe du laboratoire à votre poche. Votre téléphone utilise des réseaux de neurones pour prendre des photos, pour transcrire votre voix, pour vous suggérer des mots quand vous tapez un message. Geoffrey Hinton, le parrain du deep learning, reçoit le prix Turing en 2018. C'est l'équivalent du prix Nobel, mais pour l'informatique. Après des décennies dans l'ombre, après 2 hivers de l'IA, après avoir été considéré comme un excentrique qui travaillait sur un sujet sans avenir, il est enfin reconnu comme un visionnaire. Mais il reste un problème. Ces réseaux de neurones sont amnésiques. Chaque image est une nouvelle rencontre. Ils ne comprennent pas le temps, la séquence, le contexte. Un réseau convolutif peut reconnaître un chat sur une photo, mais il ne peut pas comprendre une histoire de chat. Il ne peut pas lire une phrase, chaque mot dépend de ce qui est précédent. Il ne peut pas suivre une conversation. Et le langage, c'est le cœur de l'intelligence humaine. C'est avec le langage qu'on pense, qu'on raisonne, qu'on transmet des idées. Si on veut des machines vraiment intelligentes, il faut qu'elles comprennent le langage. Comment donner une mémoire à ces machines ? Pour comprendre une phrase, il faut se souvenir du début quand on arrive à la fin. Le chat que j'ai vu hier dans le jardin de ma grand-mère était roux. Pour savoir que hétéro parle du chat, il faut avoir gardé en mémoire le début de la phrase. C'est quelque chose que vous faites sans même y penser. Mais pour une machine, c'est un défi colossal. La première solution, ce sont ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents.
On crée en fait des boucles. La sortie d'un neurone à un instant t revient comme entrée à un instant t plus 1. Le réseau lit un mot, puis le suivant, tout en gardant en mémoire ce qu'il a lu. Mais le problème, c'est que la mémoire est courte. Au bout de quelques mots, les informations anciennes se diluent comme un écho qui s'estompe. C'est ce qu'on appelle le problème du vanishing gradient. Les signaux d'erreur deviennent trop faibles pour remonter jusqu'aux premières couches. Alors, on invente des versions améliorées, des LSTM, des Long Short Term Memory, avec des portes qui décident quoi garder et quoi oublier. Ça marche mieux, mais c'est lent et la mémoire reste limitée. Pendant des années, c'est le standard pour la traduction automatique, la reconnaissance vocale et la génération de textes. Mais tout le monde sent qu'on est coincé. Et puis, en 2017, une équipe de Google publie un article au titre presque arrogant. Attention is all you need. L'attention, c'est tout ce dont vous avez besoin. Un titre qui sonne comme une provocation. L'idée est révolutionnaire, fini de lire mot par mot. En fait, on donne à chaque mot le pouvoir de regarder tous les autres mots de la phrase en même temps. Le mot « il » peut calculer un score d'attention et voir que 3 phrases plus tôt, on parlait de chat. Il sait que « il » se réfère à chat. C'est comme si, au lieu de lire un livre page par page, vous pouviez voir toutes les pages en même temps et faire des connexions entre elles instantanément. C'est le mécanisme d'attention, c'est le cœur de l'architecture Transformer. GPT, Claude, Gemini, tous les grands modèles de langage sont actuellement des transformers. L'article de 2017 est peut-être l'un des plus influents de la décennie. Et il a été cité plus de 100 000 fois. Il a lancé une course mondiale entre les géants de la tech pour construire les modèles les plus gros, les plus puissants et les plus intelligents. Et du coup, on peut traiter des textes immenses, garder le contexte sur des milliers de mots. On empile des couches d'attention, on augmente le nombre de paramètres et les performances explosent. GPT-3, en 2020, avait 175 milliards de paramètres. GPT-5, on ne sait pas exactement, mais les estimations se comptent en plusieurs trillions. Chaque paramètre n'est pas une règle, c'est juste un simple coefficient, une fonction mathématique gigantesque. Et c'est l'ensemble de ces milliards de coefficients qui définit une géométrie de la pensée incroyablement complexe. Et les résultats sont stupéfiants. Ces modèles peuvent écrire des dissertations, résoudre des problèmes mathématiques, programmer des logiciels, tenir des conversations qui semblent presque humaines. Ils peuvent passer des examens de médecine, de droit, de comptabilité, ils peuvent traduire des langues qui n'ont jamais été étudiées explicitement. En novembre 2022, OpenAI lance ChatGPT. Et en 2 mois, il atteint 100 millions d'utilisateurs. C'est la croissance la plus rapide de l'histoire des applications. C'est plus rapide que TikTok, plus rapide qu'Instagram, c'est plus rapide que n'importe quoi. Soudain, tout le monde parle d'IA. Les journaux, les politiques, les écoles, les entreprises. C'est la révolution dont Rosenblatt a rêvé en 1958. C'est juste qu'elle a mis 65 ans avant d'arriver. Et on ne s'arrête pas là, parce qu'en 2024, OpenAI présente Sora, un modèle capable de générer des vidéos à partir du texte. Pas juste des images fixes, mais des séquences cohérentes, avec des mouvements, des ombres, de la physique. On parle maintenant de World Model, des modèles qui comprennent comment le monde fonctionne, la gravité, l'inertie, les collisions. Les IA ne se contentent plus juste de reconnaître des images ou de générer du texte, mais ils peuvent imaginer des mondes entiers. Et là, c'est plus que temporel, c'est spatio-temporel. C'est se représenter un univers. Fei-Fei Li, l'une des pionnières de l'IA, parle d'intelligence spatiale comme la prochaine frontière. Des machines qui ne se contentent pas juste de voir le monde, mais qui le comprennent, qui peuvent prédire ce qui va se passer si on pousse un objet, si on verse de l'eau ou si on ouvre une porte. On est passé du perceptron de Rosenblatt, qui distinguait des formes géométriques sur des cartes, à des machines qui imaginent des mondes entiers. Et ce, en 65 ans. C'est une progression fulgurante et qui, forcé de le constater, ne montre pas encore de signe de ralentissement. Chaque année, les modèles deviennent de plus en plus gros, plus puissants, plus capables. Les chercheurs eux-mêmes sont parfois surpris de ce que leurs créations peuvent faire. Des capacités émergent, apparaissent, que personne n'avait prévues. Et pourtant, malgré toute cette puissance, malgré ces milliards de paramètres, ces data centers qui consomment l'électricité de petites villes, il y a quelque chose qui reste hors de portée. Quelque chose qu'on n'a même pas commencé à comprendre. Parce que, gardons quelque chose en tête, tous ces réseaux de neurones artificiels, aussi impressionnants sont-ils, ne sont qu'une pâle imitation de ce que nous avons entre nos 2 oreilles.
Pensez-y une seconde. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Votre cerveau décode ces images abstraites, transforme les sons dans votre tête, assimile les idées et compare avec ce que vous avez déjà vécu, génère des émotions, des questions, des réflexions, tout ça en temps réel et sans effort apparent. Le cerveau humain, c'est 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, parfois des dizaines de milliers. Ce sont des centaines de milliers de milliards de connexions. Il y en a plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et tout ça fonctionne avec 20 watts. 20 watts seulement, c'est moins qu'un chargeur de téléphone. Un grand modèle d'IA consomme des mégawatts pendant des semaines juste pour apprendre. Des data centers entiers refroidis par des systèmes industriels qui consomment autant d'électricité que des petites villes. Votre cerveau, lui, a appris à parler, à marcher, à aimer, à mentir, à rêver, à inventer. Il réussit à apprendre avec des exemples extrêmement limités, là où une IA a besoin de plusieurs millions d'exemples. Il généralise presque intuitivement, il comprend des concepts abstraits. Si on devait donner un élément de comparaison, on pourrait dire qu'un réseau de neurones artificiels est un petit peu comme une autoroute. Incroyablement rapide, efficace, mais relativement unidirectionnel. Le cerveau humain, lui, serait plutôt une ville. Un enchevêtrement de rues, de ruelles, de places, de passagers dans tous les sens. C'est peut-être moins optimisé sur le papier que le silicium, mais infiniment plus interconnecté, flexible et plus créatif. L'autoroute vous amène d'un point A à un point B avec une vitesse incroyable. Mais elle ne vous permet pas de vous perdre, de découvrir des raccourcis inattendus, de tomber sur une place cachée que vous n'aurez jamais trouvée autrement. Le cerveau, lui, fait ça en permanence. Il crée ces connexions des fois improbables et extrêmement créatives. Et même si aujourd'hui les IA rattrapent leur retard à vue d'œil, même si sur certains points elles atteignent, voire surpassent les performances humaines, ce qu'on a construit n'est rien d'autre que des prémices, des balbutiements de ce qu'est en réalité un cerveau humain. Nos réseaux de neurones artificiels sont des caricatures, des simplifications grossières, des esquisses au crayon, là où le cerveau est une fresque de Michel-Ange. Et ce qui nous perturbe, ce qui fait que même les plus grands scientifiques ont du mal à savoir comment se positionner, c'est que ces caricatures accomplissent pourtant des choses extraordinaires. Elles battent les champions du monde aux échecs, aux jeux de Go, au poker. Elles diagnostiquent des maladies mieux que certains médecins. Elles écrivent du code, composent de la musique, génèrent des images. Imaginez ce que pourrait faire une machine qui se rapprocherait vraiment du cerveau humain. Une machine qui aurait la puissance de calcul d'un data center, mais l'efficacité énergétique d'un cerveau biologique. Et c'est ça qui est renversant. Parce que votre cerveau de 20 watts, ce réseau de neurones biologiques qu'on ne comprend pas toujours, eh bien c'est lui qui a pourtant tout inventé. C'est lui qui a inventé la roue, qui a compris les lois de la mécanique, les lois de l'électricité, les lois de l'atome. C'est lui qui a construit la machine à vapeur, les avions, les fusées qui nous emmènent sur d'autres mondes, qui a déchiffré le génome, qui a photographié un trou noir, qui a compris les règles fondamentales de l'univers. C'est lui qui a inventé l'écriture pour transmettre des idées à travers le temps, qui a inventé les mathématiques pour décrire la réalité, qui a inventé la science pour comprendre le monde, qui a inventé l'art pour exprimer ce qui ne peut pas être dit. C'est lui qui a regardé les étoiles et qui s'est demandé ce qu'elles étaient. C'est lui qui a regardé la mer et qui a voulu savoir ce qui se passait de l'autre côté. Et aujourd'hui, ce même cerveau fait la chose la plus folle de son histoire. Il se pose la question de son propre fonctionnement. Il se regarde dans un miroir. Il essaye de se reproduire en se regardant lui-même. Et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire qu'un amas de cellules ait jamais accompli dans l'histoire de l'univers. Un bout de matière qui se demande ce qu'il est et qui commence à construire des réponses.